Merci à tous d'être là pour essayer d'explorer l'avenir peut-être ou de le prévenir. Et la première question, quand on voit ce livre, la première question qu'on a envie de se poser, et que je pense, dès qu'on a ce livre entre les mains, la première question qu'on a envie de poser aux auteurs, c'est est-ce que c'est un livre pour vous de politique fiction ou un livre d'anticipation? D'accord, merci. Déjà, merci de votre accueil. Merci, je vois plein d'amis, passés ou à venir. Déjà, peut-être, pour répondre à cette question, l'idée, c'est peut-être de revenir un peu à la genèse du projet. C'est la rencontre à l'hiver 2014 avec Laurent Ebenstrait d'Hémopolis, qui est notre éditeur. Il y a 2 éditeurs sur la couverture. Et l'idée, c'est qu'effectivement, à cette époque, l'idée m'est venue qu'effectivement, il y avait une possibilité forte pour que Marine Le Pen l'emporte. Et il y avait c'est comment le dire, comment prévenir de cette possibilité. Il nous semblait qu'il y avait une sorte de déni autour de cette possibilité-là. Et ensuite, Laurent Ebenstrait en a parlé à Laurent Beccaria et Laurent Muller des Arènes. Et donc est venue l'idée de la BD, mais plus effectivement d'anticipation politique, puisque le travail, on a essayé de faire un travail qui est le plus sérieux possible, le plus réaliste possible, le moins caricatural possible, que ce soit la composition du gouvernement, que ce soit la mise en place de la politique, de l'application du programme. Ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment un maximum de réalisme. On n'a pas été chercher le sourire du lecteur trop souvent, sur quelques vignettes. Et en dépit de mon plein gré, c'est peut-être Farid qui parfois a été chercher le sourire du lecteur, mais en tout cas, le 90%, on est dans... on souhaite ne jamais avoir à comparer ce qu'on a imaginé et ce qui se passerait éventuellement, mais on pense qu'on est assez proche de ce qui pourrait se produire. Farid ? Quelle était la question déjà ? La question, c'est est-ce que c'est une BD d'anticipation ou de politique fiction ou de science-fiction ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez laissé divaguer votre imagination pour faire un livre attrayant, intéressant et instructif, ou est-ce que vous avez une posture plus documentaire pour prévenir un danger ? C'est plutôt une politique qui peut avoir quelques côtés anticipation, parfois, qui ne sont pas souhaitables. Mais c'est non, quand on faisait on travaillait avec François, on pensait vraiment de politique fiction. D'ailleurs, ce qui était étonnant, c'est que quand je racontais, à partir du moment où j'ai pu le raconter, parce que c'était top secret, et quand je parlais du projet à des amis, tout ça, il le rapprochait souvent de la soumission de Houellebecq. Comme s'il y avait une méconnaissance du genre politique fiction. Moi, je disais que la politique fiction, c'était un genre à part entière et que le bouquin de Houellebecq n'était pas dans le genre quelque chose de nouveau, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui était très très étonnant de voir que il y a quand même très peu de possibilités, vu la représentativité des musulmans dans le monde politique, pour qu'il y ait dans les années futures un président musulman. Par contre, la probabilité de Marine Le Pen au pouvoir est beaucoup plus forte. Et ce qui m'étonnait, c'était justement, je trouve encore aujourd'hui, dans certains articles, dans des discussions aussi, cette façon de faire l'autruche, de ne pas regarder le danger en face. Après, il y avait, moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'était le côté réaliste. Ne pas faire de caricature, un album à la Charlie Hebdo, parce que c'est convaincre les convaincus. Je me dis, s'il y a quelques personnes qui auraient des velléités de voter Front National et qui changeraient d'idée grâce à cet album, ce serait déjà j'en serais déjà assez fier. On peut imaginer qu'il y a plutôt quelques personnes qui voulaient s'abstenir aussi, et qui, en lisant cet album, pourraient se dire qu'il
Il ne faut pas s'abstenir. Ce qui est intéressant dans la petite comparaison que tu viens de faire avec Houellebecq, effectivement, et le truc, c'est que le roman de Houellebecq, pour le coup, est vraiment un roman. Lui, il a voulu, après, le vendre comme quelque chose d'anticipation, alors qu'il ne poursuit aucune ligne. Il n'y a aucun parti musulman, même l'amorce d'un tout petit parti musulman qui pourrait, dans 5 ans... Alors que là, évidemment, on est dans le prolongement. Donc, quand on se met à écrire un livre comme ça et avoir cette idée en 2014, c'est qu'on pense que ça peut arriver. Aujourd'hui, évidemment, il y a eu les élections, il y a la possibilité, on est à quelques jours d'une possibilité pour que la première fois, le Front National dépasse la barre des 50% dans des duels, ce qui serait symboliquement quelque chose de très fort et qui placerait le Front National en position d'alternative. En 2014, il y a un an, vous vous êtes dit, c'est possible. Comment on passe dans cet état d'esprit de se dire, c'est assez possible pour que j'écrive un livre sans être taxé de mauvais génie ou de ridicule. Mauvais prophète, plutôt. Il y a 3 choses. Alors, la première, c'est juste rebondir un tout petit peu sur les abstentions. C'est vrai que c'est important de préciser que, en fait, quand on a écrit cet album, on avait du mal à savoir à qui ça pouvait s'adresser. Quand on l'a écrit, normalement, on a toujours une idée un peu du destinataire. Quand on écrit, on pense à la personne qui peut le lire. Et en fait, c'était un peu casse-cou. Maintenant, on peut le dire à l'éditeur. Maintenant que ça se rend quand même un peu bien, mais je me disais, mais qui ça peut intéresser? Parce que l'idée n'était pas de convertir les convertis, et puis l'idée d'aller chercher les lecteurs du Front National, c'était quand même un peu compliqué, parce que, même si j'ai rencontré des électeurs du Front National qui disent, on se renseigne sur le projet, comme vous ne nous insultez pas, on va, à part le sticker qui dit, vous ne pouvez pas savoir que vous ne saviez pas, il n'y a rien dit sur la couverture qu'on n'insulte aucun électeur, hein. C'est très bien, mais en fait, c'est maintenant les gens qui disent, voilà, je l'ai acheté à mon fils, à ma fille, etc. Et donc, pas à mon fils, à ma fille qui forcément va voter Front National, mais qui va peut-être pas voter, parce qu'il connaîtra pas forcément le passé de ce parti, quel est le programme, qu'est-ce que ça peut donner. Donc l'idée, c'était vraiment, finalement, a posteriori, c'était effectivement de faire passer, maintenant depuis hier je me suis dit, mais si, c'est comme une sorte de simulateur de vol, mais un simulateur politique. Comme beaucoup disent, on ne l'a pas essayé, lisons-le, regardons ce qui se passe avant de l'essayer, parce que là du coup, ça c'était juste avant. Et pour répondre à ta question, hiver 2014, il m'est apparu qu'en fait, il commençait à se dessiner vraiment une tripolarité politique en France, sans que dans le pluralisme démocratique des analyses, dans cette tripolarité était exclu presque a priori, d'emblée, la possibilité que l'un des 3 pôles l'emporte vraiment, gagne l'Élysée. Alors même que ce parti avait été conçu, même si l'un de ses fondateurs, Jean-Marie Le Pen, avait ce problème avec le pouvoir, lui dit que non, mais quand même, il avait quand même été plus conçu pour une présidentielle que pour une régionale, une départementale ou une européenne, ou une sénatoriale. Donc pourquoi il arriverait à avoir maintenant des sénateurs, et pourquoi il serait nécessairement disqualifié de toutes les présidentielles? En raison de ce mécanisme du report de voix 2002, un Le Pen au 2e tour, c'est forcément un rapport de force favorable à celui qui est face à lui ou elle. Effectivement, l'idée d'être ridicule, etc., je me suis dit de toute façon, je suis vu comme plutôt spécialiste de l'analyse politique aux États-Unis plutôt qu'en France. Dans le pire des cas, on me dira non, je dirais rien, mais je dirais je repars sur mes terres de base, etc. Sauf que je suis pas citoyen américain, je suis citoyen français. Donc je me suis dit, entre la peur du ridicule et le fait de donner à voir ce que je vois, si j'ai raison, il vaut mieux quand même que je prévienne. Et puis c'est pas grave, mais je pense pas non plus que je l'ai fait comme ça sur un coup comme ça. Je le fais parce que je me dis, il y a peut-être un problème, pas chez tous les journalistes politiques, hein, mais chez certains, d'analyse des dynamiques. Et c'est ce que j'avais vu à l'époque d'Obama, quand en 2006, Laurent Abedstreet m'avait dit, tiens, on va faire la biographie d'un mec inconnu, Barack Obama, etc. Et donc j'avais vu à la fois ces dynamiques se mettre en place, et ce discours de très grands journalistes politiques américains qui disaient non, c'est pas possible.
Mais ils étaient plus historiens. Ils se disaient pourquoi l'histoire... Poursuivaient des lignes, en fait. Poursuivaient des lignes, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, un noir pourra jamais être élu aux États-Unis. Donc ça tournait en boucle. Et puis finalement, les gens finissent par dire un noir pourra jamais être élu aux États-Unis, etc. Voilà. Ça se passe. Bon, et puis voilà, un postulat. Et puis plus historien. Alors là, ce qui est marrant, c'est que je suis historien. Et donc en fait, les historiens, ils gardent un secret évidemment, ils le gardent pour eux, parce que sinon, plus personne ne s'intéresserait à ce qu'on fait. C'est qu'il n'y a aucune leçon à tirer de l'histoire. Et évidemment, si on dit qu'il n'y a aucune leçon à tirer de l'histoire, qui va s'intéresser aux historiens, qui va venir dans nos cours d'histoire, qui va lire nos livres, etc. Et cette sorte de phrase, dès qu'on dit histoire, on dit bah oui, il faut quand même tirer des leçons de l'histoire, étudier le passé pour ne pas renouveler les erreurs. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une science humaine, et donc ça veut dire que je dis souvent, l'eau bout à 100 degrés, c'est assez rare qu'elle bout pas à 100 degrés, tandis qu'un événement humain, il se reproduit jamais à l'identique. Quand à Munich, tous les politiques qui sont férus d'histoire, qui connaissent parfaitement leur histoire, même très récente, vont négocier avec Hitler, et ils disent on va pas mourir pour les Sudètes, on a la guerre, on a la dernière guerre derrière. Pour l'archiduc, là, on a été se massacrer pour ça. Et là où il fallait faire la guerre, on fait la paix parce qu'on veut tirer une leçon de l'histoire. Quand on ne récupère pas les armes au Rwanda, Bill Clinton, il a dans la tête ce qui s'est passé à Mogadiscio. Exactement la même dépêche. Récupération des armes, parce que, etc. Mogadiscio, on voit le piège s'est refermé sur les Américains. On ne va pas au Rwanda. En 3 semaines, 1 million de morts, subissant une boucherie terrible. Donc ça veut dire que il n'y a pas de leçon de l'histoire. Et ça veut dire donc qu'on ne peut pas tracer, comme tu dis, des lignes entre 2002 et 2017. Pas le même Le Pen, pas les mêmes gens en face d'elle. C'est-à-dire que la base de notre hypothèse, c'est de se dire, enfin pour nous, et dans le pluralisme démocratique, on peut nous opposer plein de choses, mais moi je ne l'entends pas. La mécanique de report de voix... Déjà, à ce stade, peut-être qu'il faut que vous nous expliquiez la mécanique... Comment vous imaginez que Le Pen puisse arriver au pouvoir ? Je ne pense pas que vous ayez encore lu, mais donc qu'est-ce qui fait que finalement Marine Le Pen, par un concours de circonstances, par un alignement de planètes, comme on dit maintenant, arrive au... La première étape, c'est qu'à gauche, le candidat sera François Hollande. Il nous semble que dans le contexte particulier, chef d'État, dans une période où on le voit, les attentats, etc., il semble très peu vraisemblable qu'une autre figure puisse émerger. Et de l'autre, il nous semble que Nicolas Sarkozy sera le candidat de la droite. On peut en discuter, etc. Je connais un peu bien les primaires aux États-Unis. L'importation des primaires à la droite française, la gauche française a déjà importé les primaires. C'est très différent, la gauche et la droite, dans notre pays. Il me semble que la droite autoritaire l'emportera dans cette primaire. Et donc, l'hypothèse, on peut ne pas être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est autre chose. Je pense que Nicolas Sarkozy l'emportera. Si Nicolas Sarkozy ne l'emporte pas et que François Hollande n'est pas élu, n'est pas le candidat de la gauche, la suite ne marche pas, puisqu'il y a du côté Alain Juppé et du côté Manuel Valls, il n'y a aucune sympathie ni amitié, etc. Rien de personnel pour personne. Enfin, voilà, dans le cas de Valls et de Juppé, il y a une mécanique de report de voix. Donc, si c'est Juppé d'un côté ou Valls de l'autre, ou les deux, etc., il y a une mécanique de report de voix et on sera 70-30. Il y a Sarkozy, donc il y a Bayrou. Il y a Sarkozy, donc il y avait Bayrou, et il l'a déjà dit, ça y est, c'est fait. Depuis la BD, il a dit si c'est les trois, Le Pen, Hollande, Sarkozy, vous pouvez en mettre un 4e, Bayrou. Il l'a dit, France 2, 2 semaines. Bon. Donc, voilà. Et donc, nous sommes, que ce quatuor, c'est exactement ce qu'on décrit. Que ce quatuor-là, il aboutit à une fragilisation de la possibilité du report de voix. Si c'est Sarkozy-Le Pen, eh bien, on va avoir un test un petit peu, même si c'est des régionales, c'est très dur de tracer des lignes entre régionales et présidentielles, mais on aura quand même un test dimanche, si c'est Sarkozy-Le Pen. Mais si c'est Hollande-Le Pen, les régionales vont nous donner aucun test. Oui, on n'a aucun duel gauche-Front National. On n'a aucun duel gauche-Front National. Et il nous semble là que dans ce cas-là, alors c'est pas tracer des lignes, mais c'est de se dire, quand même, ça fait un petit moment que dans les enquêtes d'opinion, on voit que la deuxième préoccupation des sympathisants de droite, c'est la lutte contre l'immigration clandestine.
30 points devant l'éducation, etc. Bon, c'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça. Il nous apparaît quand même assez bizarre d'imaginer que le peuple de droite serait plus nombreux à soutenir Hollande, pas même que Le Pen, hein, j'imagine pas tous les sympathisants de droite allant voter pour Marine Le Pen, mais peut-être s'abstenir vivement. Et c'est pour ça qu'on imagine un taux d'abstention plus important que dans les présidentielles précédentes. Ça, c'est quand Farid veut la parole, il balance des trucs. Et donc, il nous apparaît que là, la mécanique de report de voix, dans ce cadre... Alors, ça apparaît, il y a beaucoup... Enfin, là, c'est long, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de si, mais pour le coup... un enchaînement logique. C'est un enchaînement quand même assez logique. Regardez, quand même, si François Hollande n'est pas candidat, mais c'est quand même... Hein, si on peut défendre le fait que Nicolas Sarkozy ne sera pas le candidat, mais moi je trouve que c'est un trou de souris, et donc on arrive dans 16 ou 17 mois vers cette mécanique qui nous apparaît comme quelque chose d'extrêmement préoccupant. Farid ? Et c'était quoi la question? Je me souviens plus, non, c'était la mécanique politique qui faisait qu'on arrivait à ce résultat. Une autre mécanique peut aussi conduire à ce résultat, celle-là c'est la plus évidente. Mais ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où elle arrive au pouvoir, qu'est-ce que ça donne? Et vous avez fait le choix, quand un nouveau président est élu, est-ce que, s'il est modéré, est-ce qu'il fait une politique modérée? Généralement oui, c'est la plus facile. Et s'il est élu sur un discours de rupture, est-ce qu'il met en place cette rupture, ou est-ce que tout de suite derrière, il devient raisonnable, il veut rassembler, il prend la posture? Et vous avez fait le choix d'un Front National qui applique son programme, donc d'un Front National qui gouverne de façon dure, un gouvernement d'extrême droite, quoi, qui nomme un gouvernement d'extrême droite et qui applique son programme. D'ailleurs, vous avez pris le programme et vous l'avez appliqué. C'est ça que vous avez choisi. Vous n'avez pas choisi une Marine Le Pen qui arrivant, se dirait « je suis finalement la présidente de tous les Français et donc je vais prendre un petit peu, je vais faire de l'ouverture ». Elle fait de l'ouverture un peu factice. Vous avez choisi ça. Pourquoi? Alors, c'est pas le plus probable aussi. Oui, alors si, pour nous c'est le plus probable. Parce que... C'est plus logique. Ce qui est le plus probable, c'est que des partis enracinés, parce qu'on dit souvent vous n'êtes pas républicain, et puis c'est difficile de dire pourquoi le FN n'est pas républicain. Et là, pour le coup, jamais personne fait, pour le coup, l'histoire sert quand même à quelque chose. C'est à savoir d'où on vient. C'est savoir ce parti, quelles sont ses racines. C'est pour ça qu'on a commencé d'ailleurs sur les racines du FN. Ça veut dire quoi? Ce que je dis, c'est qu'un parti complètement enraciné dans la République, dans la démocratie, il y a plein de promesses formulées pendant la campagne. Et on gouverne toujours plus au centre et on déçoit une partie de ses électeurs. Voilà. Un parti qui fait l'inverse, c'est-à-dire vous vous souvenez de la phrase, on appelait ça dédiabolisation, après on a appelé ça désextrémisation, pour finalement appeler ça normalisation. Donc il y a le boulot ça a fonctionné puisqu'on ne se rappelle même plus du mot diable. Donc ça veut dire qu'on a banalisé, mais le programme est toujours là. Invariable, il reste sur le site, vous allez sur internet, il est là, il reste avec ses erreurs d'orthographe depuis quelques années, c'est toujours le même programme. Et ce programme-là, il nous semble que Marine Le Pen ne va pas l'appliquer entièrement dès le départ. C'est pas notre choix de dire ça. On dit qu'elle va d'abord essayer de construire une majorité. Pour construire une majorité, elle doit mettre un peu d'eau dans son vin économique. Donc la dimension économique et sociale, elle doit la mettre de côté pendant un temps, simplement pour gouverner. C'est-à-dire pour simplement construire une majorité avec la droite des Républicains. Donc elle n'applique pas l'ensemble de son programme dès le départ, elle met ça dans une deuxième période. Mais elle est dans la radicalité dès le départ. Voilà, elle ne modère pas. Voilà, elle commence par les fondamentaux du Front National depuis l'origine, c'est-à-dire le caractère, par exemple, anti-migratoire, et elle dit notamment, et la préférence nationale, qui est bien inscrite, alors maintenant on appelle ça la priorité nationale dans le programme,
Et elle dit très clairement, lors du 14 juillet, puisque juste après la garde de parti, donc on l'a fait interviewer, elle dit clairement, même sans Parlement, j'ai pas besoin du Parlement pour faire appliquer la loi. Donc déjà, les clandestins, on peut les ramener déjà à la frontière. Donc l'été, effectivement, cet été 2017, elle commence par appliquer la loi selon elle, c'est-à-dire déjà son programme identitaire, migratoire. On bascule sur le septembre, c'est-à-dire sur les programmes scolaires, sur ce qui peut être fait en matière de symbolique identitaire, etc. Donc elle ne commence pas par l'économique et le social, et de notre point de vue quand même depuis la sortie de la BD, ça semble quand même se confirmer. C'est-à-dire que vous avez vu que son programme économique était quand même à géométrie variable. S'il faut mettre un petit coup de barre à gauche pour déstabiliser un peu le peuple de gauche dans le Nord, on rappelle que le programme est quand même un peu socialiste, étatique, etc. Un peu plus même que les sociodémocrates qui nous gouvernent. Et s'il faut se dire, mais attention, on met un peu le trouble, vous avez vu la réaction du grand patronat, on dit, bon, la retraite, ça sera peut-être pas 60, mais un peu plus. Les 35 heures, peut-être qu'on va relibéraliser un petit peu le programme. Et il y a une troisième forte... bah oui, et je rappelle que l'euro, j'ai jamais dit que... Alors si elle a dit, mais que c'est les Français qui décideront, par référendum, on ne va pas brusquer les choses et tout. Ça, c'est mis entre parenthèses. Bien sûr. Ce qui est appliqué, c'est la préférence nationale parce que pour nous, la dimension fondamentale du parti, elle est quand même dans son histoire. C'est-à-dire cette dimension identitaire forte qui fait que dans les meetings de Marine Le Pen, les militants disent on est chez nous, on est chez nous. Ils ne disent pas tiens, le programme économique, c'est bien, le patriotisme économique, ils disent on est chez nous, on est chez nous. Et le on est chez nous, même s'il y a une dimension économique, c'est le on est chez nous, tout le monde le comprend, même si personne n'exprime sur les plateaux télé. Quand les membres du mouvement identitaire le disent, ils disent Marine ne peut pas dire qu'on est des Français blancs et que voilà ce qu'on veut, et qu'on est le dernier espoir avant que la France ne devienne une colonie africaine musulmane. Bon. Donc elle exprime ça de manière beaucoup plus pudique qu'un Donald Trump par exemple, hein. Donald Trump qui lui avance de manière beaucoup moins masquée parce que c'est pas du tout la même chose. Donald Trump, lui, il est sur les mêmes idées, mais il est sur la victoire aux primaires chez les Républicains. Donc c'est un peu institutionnellement différent. Hein. Il n'a pas comme ça à recouvrir son discours, puisqu'il voit que chez les Républicains, 6 sur 10 souhaitent un candidat hors establishment qui aille à fond sur l'anti-Obama. Dès qu'Obama a dit qu'il ne faut pas faire de discrimination avec les musulmans samedi, bam, le lundi, il dit aucun musulman sur le territoire américain. Ce qui est fou, parce qu'en fait, les entreprises américaines, le musulman, c'est pas forcément un terroriste arrivé de Syrie, c'est beaucoup d'entreprises qui embauchent des Indiens, des Pakistanais, et ils se disent, mais il est fou. Et il n'est pas fou, simplement, il est dans une stratégie il a vu que Ted Cruz, pour être très précis, passait devant lui dans le sondage de l'Iowa, et hop, il met un petit coup de déclaration xénophobe, et bam, il repasse devant Ted Cruz. Donc c'est de la stratégie politique. On le dit dans l'avant-propos, la présidente, elle n'est pas française. La présidente, elle est française, elle est américaine. Non mais ce mouvement de repli monoculturel, il se pose à toutes les sociétés à l'aune de la mondialisation. La particularité de la France et des États-Unis aujourd'hui, c'est qu'il y a cette possibilité institutionnelle, ces partis-là, que cette tendance-là arrive à la tête de l'État. Et même si, Thomas a raison, la mécanique va peut-être pas fonctionner pour 2017, en tout cas, on est en ce moment en train de parler de mécanique. Alors, la mécanique, elle sera peut-être différente en 2022, mais en tout cas, les choses sont là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en France dans la situation où ce parti qui, même stylisé, conserve la flamme fasciste d'origine, est en position, peut-être là dans 16 mois, ou peut-être dans 16 mois plus 4 ans, de rentrer à l'Élysée. Une dernière question pour Farid, juste avant qu'on donne la parole à la salle. Comment on décide, et je vois que tu as fait le choix presque du réalisme, ou quasiment de l'hyper-réalisme, je ne suis pas très bon en iconographie, comment on fait pour mettre les habits du pouvoir, la dorure présidentielle, etc., sur ce parti-là,
Est-ce qu'il suffit de mettre des rosettes et des drapeaux? Non, il a fallu établir une charte graphique qui correspond d'ailleurs très peu à ce que je fais mais habituellement. C'est pour ça que quand on m'a proposé le contrat, j'ai trouvé ambitieux quand même. Je me suis dit, est-ce que je vais être capable de faire ça? Je dis souvent que si j'avais utilisé mon graphisme habituel, qui est un dessin très chaleureux, les gens auraient voulu adopter Marine. Oui. Donc j'ai opté pour un traité très froid. Très froid, rien ne me paraissait plus froid finalement que la photographie. Donc j'ai dit je vais faire un dessin photographique et essayer de faire quelque chose le moins stylisé possible. Et en travaillant sur les lumières, on peut voir que parfois j'ai même gardé les éclairages d'une lumière. Et puis j'ai travaillé aussi, pour la première fois, j'ai fait un album entièrement sur ordinateur. Le problème c'est que quand on travaille sur c'est une politique fiction, mais très très proche, donc on ne sait pas vraiment les choses, mais évoluent très vite. J'imagine qu'Houellebecq n'a pas pu éprouver les mêmes problèmes quand il a écrit son bouquin, parce que c'était beaucoup plus lointain. À la limite, il vaut mieux travailler, faire un truc de SF qui se passe en 2050, que faire un truc qui se passe en 2017. Parce que là, si j'ai opté pour le traitement numérique, c'est aussi parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de corrections à faire, beaucoup de remises à jour, de remises à niveau. Et malgré toute cette suspicion, j'ai été étonné. En fait, c'était un travail que je n'avais jamais fait. J'avoue que c'était passionnant. Ça a été 8 mois de travail à raison de 10-12 heures de travail par jour, week-end compris. Il n'y a pas éprouvé une sorte d'empathie, de sympathie pour tes personnages à force? À force, évidemment, j'étais à 2 doigts de demander Marine en mariage. Mais elle était déjà prise. Et par quelqu'un qui a un accent assez proche en plus. Donc, non, c'était. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si ça n'avait pas été insupportable de passer 8 mois avec Marine. J'ai vraiment été en immersion avec Marine. Et on est devenus des intimes. Je chantonnais son nom en dessinant. Et, il y a aussi des personnages sympathiques. Il y a les anonymes qui résistent. Il y a les anonymes qui résistent. Mais le travail par lui-même, c'était... non, c'était vraiment très très étonnant de travailler. François m'envoyait ses textes. Et bon, à partir de ces textes, je lui proposais un découpage, une mise en scène. Donc on faisait des allers-retours permanents. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressé. C'est pour ça que quand je recevais une masse d'informations de François, c'est pour ça que j'ai opté pour faire pas mal de pages doubles pour que ce soit plus agréable à lire. Et j'espère bien, je me suis assez fait chier. Alors, on ne va pas raconter l'histoire. Enfin, bon, il y a des histoires dans l'histoire. C'est très informatif, mais aussi c'est une histoire, c'est une bande dessinée avec une fin assez incroyable d'ailleurs, et pas incroyable au sens, elle est possible, mais enfin c'est une fin très bien trouvée à mon sens. Est-ce que vous voulez poser des questions ou faire des réflexions dans la salle? Allez-y. Juste une question, si vous deviez refaire le livre là maintenant, avec ce qui s'est passé, les attentats, les régionales, est-ce que vous feriez le scénario à l'identique? Attendre dimanche peut-être. Oui, complètement, parce qu'en fait dans une première idée, il y avait un attentat. Et donc en fait, non, on est plutôt même content de pas avoir insisté là-dessus. Donc oui, là c'est effectivement ça a été un ajustement permanent parce que Laurent Beccaria vient d'arriver et donc quelques jours avant la fin de tout ce qu'on pouvait, il nous dit non mais le favori du conseil pour le Conseil constitutionnel c'est plus celui-là, c'est celui-là, et hop on change la tête, donc on change le visage. Je l'ai dit, les plateaux de BFM, il fallait quand même refaire tous les plateaux parce qu'ils ont refait leurs plateaux cet été, donc ça a été quand même compliqué pour Farid tout le temps, mais c'était vraiment essayer d'être au plus près. Là, pour le moment, c'est vrai quand la BD est sortie le lendemain, je crois qu'Emron a fait ses déclarations sur l'Europe et on le dit, on l'explique. Donc pour le moment, là, on voit pas tellement ce qu'on aurait pu dire différemment.
pour le moment, ça se passe un peu comme on le dit. Enfin, sauf que l'état d'urgence est déjà là, alors que l'état d'urgence, sans la BD, arrive. Je veux savoir, est-ce que vous avez eu des réactions de Marine Le Pen? Hélas, non. J'aurais quand même aimé recevoir une lettre d'amour. Victoire du Front National, est-ce que vous avez eu des réactions Oui. des électeurs? Alors Farid l'a quand même rencontré pour la dessiner, hein. C'était important. Donc l'année dernière, Je ne m'en suis pas encore remis. on a commencé à... C'est-à-dire qu'il a pris un Il ne le rendez-vous avec raconte pas elle. parce qu'il a peur de... C'est vrai qu'elle a dû trouver surprenant, si tu l'as scruté vraiment, t'étais là... Ah oui, c'est certain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette rencontre? Parce que tu as pris un rendez-vous en disant voilà, je fais une BD sur vous, je veux vous rencontrer. Non, je l'ai suivi jusqu'à la cabine de métier, de maquillage. Et puis je la regardais, je l'analysais. Ah d'accord. Elle se demande. J'avais vu plusieurs détails qui m'ont intéressé. C'est une nana plutôt grande. Et, curieusement, elle n'a pas de cou. Elle n'a pas de cou, et puis j'ai vu des détails qui sont toujours très intéressants. Elle fumait une cigarette électronique. Elle vapote. Ce qui a été important, donc c'était Et puis j'ai un pote qui était député avec elle, qui m'a raconté quelques anecdotes. Moi, en tant que dessinateur, François fait le scénario, mais j'étais aussi pour bien représenter les personnages, à la recherche de petits détails croustillants, parce que je sais que ça vous intéresse. Et le fait qu'elle fume, et j'ai appris que c'était une grosse fumeuse, que c'était même une fêtarde. Donc ce qui me... je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, je vais m'enfoncer là. Je vais vous faire l'apologie de Marine Le Pen. Vous avez une question, monsieur? Une question, monsieur? Est-ce que vous pourriez revenir sur votre comparaison franco-américaine? Vous avez dit que la présidente, elle pourrait être aussi bien en France que dans un autre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que le système du bipartisme met les États-Unis à l'abri de ce genre de problème? Parce que si le Parti républicain va trop dans la direction que vous indiquez, les électeurs feront un choix qui sera très facile à faire. Oui, l'histoire dit ça. Il dit qu'effectivement, dans les 2 dernières élections, les républicains ont fini par faire un choix de raison. C'est-à-dire, dans les intentions de vote, ils disaient, bon, on aime beaucoup Sarah Palin, etc. Et puis, quand il a fallu choisir, ils ont, la première fois, vous vous souvenez, 2008, McCain, et 2012, Mitt Romney. C'est pas la droite du Parti républicain. Mais l'histoire ne donne pas de leçon. Enfin, pour les électeurs de républicains, ils pourraient se dire qu'il y a une leçon à tirer de ça. C'est-à-dire que quand on fait un choix de raison, on perd 2 fois contre les démocrates. Donc ça peut vouloir dire, cette fois-ci, allons-y, quitte à perdre, faisons le choix du cœur. Je vous rappelle que pour un conservateur républicain, le choix du cœur, en ce moment, c'est Mitt Romney, 30%, et Jeb Bush, qui est centriste, et 6%. Donc ça veut dire que alors le point commun, c'est qu'on a un discours qui est anti-migrant très très fort, et puis évidemment le discours anti-élite est très très puissant. D'ailleurs, quand vous regardez le champ lexical de l'un et de l'autre, même si Marine Le Pen, elle, a un champ lexical beaucoup plus arrondi, même si de temps en temps on a une immigration bactérienne, etc., mais c'est quand même très policé par rapport à ce que fait Donald Trump. En revanche, il y a un point commun de posture, c'est eux les politiciens. C'est-à-dire qu'ils ne se placent jamais dans les autres hommes politiques et femmes politiques disent il faut comprendre les Français, donc ils se passent du côté politique et il faut les comprendre. Moi je vais sur les marchés, je sais ce que les Français... Alors que Marine Le Pen ou Donald Trump disent jamais il faut essayer de comprendre les Français, c'est nous les Français, face à eux. Hein, il y a, dans les 2 cas, une petite forfaiture, parce que Donald Trump, c'est un multimilliardaire. Je dis effectivement, souvent, son loisir, c'est Miss Univers. Il organise Miss Univers, c'est quand même pas la vie du redneck du Dakota, qui pourtant prétend défendre. Et Marine Le Pen, là aussi, son parcours de vie, même son mode de vie, la rapproche beaucoup plus des élites mondialisées qu'elle dénonce à tour de discours, que de l'agriculteur, du chômeur, etc. Donc on a là, mais cette posture politique qui fonctionne dans des sociétés où la crise du politique est quand même forte. Donc il y a aussi ce point commun là, évidemment institutionnel.
constitutionnellement, c'est différent. Pour que l'extrême droite arrive au pouvoir aux États-Unis, il faudrait que Donald Trump remporte l'élection chez les républicains et qu'il batte Hillary Clinton. Alors là, on peut se dire, il y a quand même une interrogation, c'est est-ce qu'il n'est pas en train de s'aliéner le vote hispanique, hein. On dit souvent qu'il faut 40% d'hispaniques pour un républicain pour l'emporter. Lui, il dit que non, il a aussi ses stratèges politiques qui disent non, ça va passer pour dans 4 ans, ça sera compliqué, mais cette fois-là, les hispaniques peut-être ne pèseront pas suffisamment pour invalider. Fâche quand même aussi beaucoup avec les femmes américaines, qui sont quand même la majorité des votants, donc des votantes, donc ça risque de ne pas passer au final. Pour Marine Le Pen, c'est différent, là je l'ai dit, c'est une tripolarité, c'est une mécanique, c'est la question du report de voix, et c'est pour ça que cette question primaire, qui est vraiment très ancrée dans la pratique politique américaine, elle pose problème quand même dans des institutions françaises qui n'ont pas été conçues avec les primaires. Et souvent, c'est vrai qu'on dit souvent le premier tour fait office de primaire normalement en France. Là, on a primaire. En France, il y a une primaire, et elle n'évolue pas, puisque c'est en une fois. Alors qu'aux États-Unis, alors, évidemment, il y a tout un processus qui fait qu'il s'auto-régule. Exactement, c'est un processus d'abord État par État, et la grande différence quand même avec les primaires américaines et françaises, après je vois monsieur qui lève le doigt, vous connaissez le chef du Parti républicain aux États-Unis ? Personne ne le connaît. Il ne participe pas à la primaire. Donc vous ne pouvez pas être celui qui organise logistiquement la primaire et celui qui participe à l'élection. C'est un principe de base. Hillary Clinton n'est pas la chef du Parti démocrate et Donald Trump ni Jeb Bush ne sont pas les chefs du Parti républicain. Là, on a possibilité de participer aux primaires alors qu'on est les chefs de parti. C'est quand même... alors on l'a vu dans le cas de la gauche, pas l'assurance de gagner. Dans le cas de la droite... Non plus, selon moi, on a une différence. On va voir quand même on va voir comment ça va s'organiser. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy lâche la primaire comme ça. Il y a quand même un grand problème avec ces élections, c'est qu'on a une gauche et une droite qui appliquent des recettes ultralibérales. Et il y a plein de gens qui sont victimes de cette politique économique. Et ils ont beau voter à droite et à gauche, c'est toujours ces mêmes politiques qui sont appliquées. Et ces gens qui sont dans la merde vraiment, ils n'ont plus d'alternative. Quelle devrait être et quelle pourrait être leur alternative dans un tel système où il y a des gens qui votent à gauche ou à droite, c'est toujours ces politiques ultralibérales appliquées. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est ce qui alimente une partie du vote Front National. Une des surprises du premier tour, enfin un des constats, qui n'est pas vraiment une surprise du premier tour, c'est justement que l'alternative de gauche anticapitaliste, ou au moins keynésienne, en tout cas pas libérale, ne marche pas du tout. Donc ça va aussi dans le schéma que Farid et François... parce qu'il n'y a pas cette alternative à ce que vous appelez l'ultralibéralisme de droite et de gauche qui serait appliqué. Une autre indication de ce qui s'est passé récemment et qui peut aller aussi dans votre sens, parce que dans le livre vous le développez, et on le voit entre le nord et le sud, entre le nord et l'est, les différents fronts nationaux, le Front National de Marion Maréchal Le Pen, plus identitariste, avec une sorte de catholicité, etc., et un Front National du Nord plus social, plus républicain autoritaire, disons, s'oppose déjà. On l'a vu, nous, ce matin, à France Inter, on a reçu Philippot, et on voyait bien qu'il ne pouvait pas masquer des différences, il les a même assumées, c'était assez intéressant. Et dans le livre, il y a assez rapidement cette division interne. Pour finir avec la question du monsieur, il y a quand même, monsieur, depuis un certain nombre d'années, une offre démocratique de voter pour un parti ou des partis qui sont très identifiés comme anticapitalistes, sans le racisme, en tout cas sans la dimension identitaire, pour m'être euphémisé. C'est quand même identifié dans la vie démocratique française. Donc ce qui doit nous interroger aussi, c'est pourquoi. Il y a des réponses, évidemment, mais c'est très long. Et pour revenir évidemment à cette division-là, cette division existe, elle est très forte. Si la sociologie du parti est aujourd'hui difficile à faire, moi j'ai étudié depuis une semaine les résultats dans ma région, enfin en Poitou-Charentes, maintenant c'est Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, mais évidemment plutôt autour de chez moi, autour de Poitiers.
Et c'est une région qui est très, normalement, très rétive au Front National. On n'a jamais voté Front National. Donc, cette sociologie, aujourd'hui, elle est hyper compliquée. En tout cas, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'effectivement, c'est quand même un parti qui, même si c'est un parti, maintenant on dit d'adhésion, mais enfin bon, on joue avec les mots, c'est adhésion à des colères, de toute manière. Adhésion à la protestation. Vous avez adhésion à la protestation, mais cette protestation, elle est multi-échelle. On a beaucoup dit que c'était une campagne très nationale, la campagne du FN. Ça peut être aussi très localiste. Vous allez sur le site du Front National Poitou-Charentes, et les mesures, c'est la souveraineté en matière de droit d'ouverture et de fermeture de la chasse, la régulation de la population de chevreuils et de sangliers donc ça ressemble au... Je vois bien que la comparaison est douteuse, mais ça ressemble au cahier de doléances. Hein, c'est-à-dire, on est fâché. La taxe nationale sur les droits de chasse réduite de 25%, le droit de chasse à 1 euro pour les nouveaux chasseurs. Voilà, ça c'est ce qu'il y a sur le site Poitou-Charentes. Très localiste. C'est très localiste. Très contradictoire avec une idée nationale. Avec une idée nationale, on est dans... Mais on a quand même... Alors, pour répondre à la question, ce qui est quand même très caractéristique, c'est qu'effectivement, il y a au sein du parti des oppositions et anciennes. Mais ce qui est caractéristique, c'est que ces oppositions-là, elles, même si des fois ça craque un peu et on sent, mais ça se retient quand même. Pourquoi ça se retient quand même? Ça se retient quand même parce que, on le voit là pour le coup, je vais chercher du côté des analyses que j'ai du côté américain, c'est que ça craque pas parce qu'il y a le momentum. Et donc il y a la possibilité de victoire. Oui, c'est pour avoir le pouvoir, et ça. Pour avoir le pouvoir, chacun se retient un peu. Mais une fois qu'on l'a. Ce matin, j'étais avec Philippot, hier soir, j'étais avec Jean-Marie Le Pen dans une émission, et même, on sentait quand même de se dire, bon, même s'il y a toutes les divisions qu'on sait, même personnelles, maintenant c'est dans la famille, etc. Et bien hier soir, c'était assez étonnant. Il dit, bon, mais Philippot, j'ai appelé à le soutenir, même si... Donc ça veut dire que dans cette possibilité de victoire, même s'il doit être un peu schizophrène, il se dit quand même, dans 16 mois, c'est quand même ma fille, allez, et ces idées-là, etc. Surtout qu'en plus, dans sa rhétorique, il dit, ça y est, maintenant, il se redroitise, il a utilisé le terme, il se re-Jean-Marinise. Et donc, puisqu'il se re-Jean-Marinise à la faveur des attentats, islam, etc., dans leur discours, du coup, c'est la même... Donc ça veut dire qu'on a quand même, et vous voyez bien, Marine Le Pen, j'ai vu sur France 3, dans le Nord, sur France 3 Nord, son débat, qui était très mauvais, elle était très fatiguée. Pourquoi? Parce que 2 heures avant, elle était partie soutenir dans le Sud sa petite nièce. Et on sait tous les problèmes qu'il y a entre les deux. Mais il y a quand même cette idée que, allez, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et une fois qu'ils seront au pouvoir, ça va craquer. Une fois qu'ils seront au pouvoir, ce qu'on nous on invente dans le scénario, qui ne nous paraît pas, c'est un peu ce que disent les identitaires, par exemple, aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen est notre cheval de Troie. Elle ne peut pas dire qu'on est une France blanche, etc. Elle ne peut pas le dire. Donc elle dit... nous sommes tous les patriotes, tous les Français de toutes les origines. C'est une des seules qui commence tous ses discours en disant « Chers Français de métropole et d'outre-mer », elle n'oublie pas les outre-mer, que les autres oublient les outre-mer. Hier, Jean-Marie Le Pen nous a dit « J'ai été le premier à faire élire une musulmane dans ce pays, etc. » Donc il y a ce discours-là complètement, parfois on a l'impression qu'ils sont multiculturalistes, c'est quand même... Et puis derrière, quand même, c'est les identitaires qui disent ouais, très bien, les fondamentaux, ils sont là, et elle, c'est notre cheval de Troie. Et donc c'est ce qui nous donne l'idée du scénario possible. Donc dans un premier temps, effectivement, aller chercher forcément du côté des Républicains et de la droite des Républicains la possibilité de gouverner, qui va encore plus exacerber ces divisions au sein du Front National et de cette mouvance, et du côté des identitaires, qui vont dire, bon, combien de mosquées fermées depuis 3 mois, combien, etc. Bon, voilà. Donc évidemment, là, il y a... Mais après, je ne raconte pas tout ce qui va se passer dans la BD. Oh, Marianne. Moi, je n'ai pas encore lu le livre, mais bon, je voudrais savoir si... je voudrais savoir si vous abordez la constitutionnalité de la mise en place de certaines du programme, et notamment ce qui relève de l'identité nationale, de la préférence nationale. Elle demande aux Français la suppression du Conseil constitutionnel par référendum. C'est-à-dire que ce qui nous apparaît, c'est qu'il y a quand même, et là pour le coup, pas, vous reprenez
une interview, un entretien de François Fillon pour Valeurs Actuelles. Et il dit, si je suis président, je gouvernerai par référendum, je demanderai aux Français, etc. Et pendant 100 jours, ça va y aller. C'est François Fillon, c'est pas Marine Le Pen. Donc il nous semble que depuis quand même un petit moment, on est en train de préparer que la démocratie représentative, c'est bien, mais que un peu de démocratie directe, ça serait peut-être un peu mieux. Il y a une mode actuellement, et dans tous les programmes de LR, parce que de dire les Républicains, à chaque fois c'est un peu compliqué, des Républicains, il y a effectivement ce genre de disposition pour en finir enfin avec l'impuissance publique qui serait ce qui a nourri le Front National et ce qui exaspère les Français, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire. Et donc chacun, que ce soit Xavier Bertrand, arrive à mettre entre parenthèses le Parlement, et la Ve République offre quand même pas mal de dispositions pour pouvoir mettre entre parenthèses le Parlement. On est dans un régime qui, sur le plan... Le domaine du décret est plus important que le domaine de la loi. Bien sûr. On a un rôle du décret. On est, juridiquement, c'est vrai que c'est semi-parlementaire, semi-présidentiel, mais comme c'est pas un régime présidentiel en droit constitutionnel pur, avec la séparation à l'américaine, mais qu'en fait la pratique est une hyper-présidentialisation du régime sans les contre-pouvoirs prévus par le régime présidentiel. Donc dans les démocraties libérales, c'est quand même les institutions les plus autoritaires. Donc là, s'il y a un spécialiste de droit constitutionnel, je pense qu'on peut pas démentir ça. Vous avez vu, aux États-Unis, c'est la paralysie au quotidien, qui est une paralysie identitaire sur le plan constitutionnel. C'est voulu. C'est Montesquieu qui pense un État faible. Parce que si l'État est faible, le citoyen est libre. Bon. Donc Obama, il est paralysé, mais pas parce que c'est un hasard, c'est parce que la Constitution l'empêche de toute façon, et que voilà, que la peine de mort, si elle doit être abolie, ce sera la Cour suprême, etc. Donc il y a, etc. Nous, on n'est pas du tout dans ce système-là. Donc l'idée qu'on a, c'est qu'elles disent, mais en même temps, c'est maintenant les Français qui doivent décider, pas le gouvernement des juges, conseil, oui, le gouvernement des juges, un conseil de vieillards, etc. Donc elle dit, de toute façon, je ne vais pas le faire moi-même, je suis une démocrate, donc je ne vais pas supprimer, etc. Je demande aux Français s'ils trouvent que c'est utile de financer toutes ces choses, qui sait ce que c'est, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Donc elle demande ça aux Français en septembre 2017. Et les Français répondent. Oui, alors j'ai pas lu la DD non plus, mais une question, dans l'hypothèse où Marine Le Pen arrive au pouvoir, est-ce que la France reste gouvernable tout simplement? Est-ce que les grands corps constitués, la haute fonction publique, l'armée, acceptent le pouvoir de Marine Le Pen? Et il y a un fait qui est peut-être tout à fait anecdotique et qui n'est pas représentatif, mais moi ça m'a marqué. Pendant l'hommage aux victimes aux Tuileries, c'était des images de l'armée. Alors il y a peut-être eu des consignes, mais Marine Le Pen n'est pas apparue à l'écran. Si, elle est apparue. Elle a été, on l'a entreaperçue. Oui, mais comme. Oui, alors elle était. Enfin, moi je me souviens bien des images. Donc elle est même à côté de Mélenchon. Je pense pas qu'on puisse dire que l'armée. Non, mais je pense que, si vous voulez, l'incapacité aujourd'hui sur les plateaux de télé d'expliquer à Marine Le Pen, quand elle pose la question en quoi je ne suis pas républicaine, en quoi je ne suis pas une démocrate républicaine, cette incapacité quand même à répondre à cette question laisse quand même penser que, en plus, en cas de victoire démocratique, même avec une forte abstention, extrêmement compliqué pour des... Alors, il y a peut-être des corps, peut-être les juges, peut-être, etc. Mais on réfléchit à la chose dans la BD, notamment les juges n'ont pas la même attitude, etc. C'est peut-être la rue qui pourrait être... Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a l'idée chez les Français quand même, dans leur histoire, qu'il y a l'idée de la révolution. C'est-à-dire que, de toute façon, même si on a coupé la tête de roi, on a refait la révolution... Vous voyez, par exemple, la liberté guidant le peuple, la barricade, elle est quand vous demandez aux élèves, même aux plus grands, ils pensent que c'est 89, ils savent pas si c'est 1830, 1848, 1789, c'est une de nos nombreuses révolutions. Ça veut dire qu'il y a toujours l'idée que, bon, de toute façon, c'est pas très grave, parce que dans la rue, ça peut s'arrêter. On a quand même fait ce... Donc il y a aussi ça. Il y a aussi, c'est pour ça aussi qu'on fait ça, parce que de se dire, attention,
confier le pouvoir à ce parti-là n'est pas sans conséquence. Reprendre après le pouvoir, ça ne se fait pas en 3 jours dans la rue en disant « bon, c'était juste pour voir, juste pour balayer une génération de politiques, on en a marre, c'est vieux, on les a trop vus, et puis voilà, coup de balai, puis 3 jours après, on en met d'autres. » C'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Et dans l'histoire, vous avez vu que je ne fais pas de comparaison qui serait outrancière ou etc. Mais enfin, dans l'histoire, des partis d'extrême droite sont arrivés au pouvoir dans ces circonstances. Il n'a pas été facile de leur reprendre le pouvoir. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Le patron des lieux dit que c'est fini. Mais vous pouvez continuer à discuter après et aussi personner des bandes dessinées. Et le principe ici, c'est 7h pile et 8h pile. Ah oui, 7h pile, 8h pile, et après on vend les bandes dessinées.